Vous fixez vos jeunes plans avec espoir et eux vous regardent en retour. Et rien ne se passe. Cette situation vous est familière, vous suivez pourtant toutes les instructions à la lettre. Meilleur terreau, lampe de croissance, arrosage parfait, mais ces fragiles pousses stagnent ou semblent carrément implorer grâce. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé, mais le résultat reste le même. Des semis chétifs et étiolés. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 7 raisons cachées pour lesquelles vos semis font des caprices. Et je vous le promets, certaines vont vraiment vous étonner car ce sont des sujets que presque personne n'aborde jamais. Alors installez-vous confortablement, nous allons vous dévoiler les grands secrets pour obtenir des plants robustes. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quels sont les semis qui vous donnent le plus de fil à retordre cette saison? Je suis très curieux de savoir. Commençons par clarifier un point crucial. La période des semis, c'est comme l'enfance pour un être humain. C'est durant ces premières semaines, de la germination à la plantation finale en pleine terre, que se pose la fondation de votre future récolte. Le moindre stress, le moindre détail, même anodin, peut se répercuter plus tard par une floraison faible, une chute des fruits ou une fructification minuscule. Nous avons l'habitude de blâmer le manque de lumière ou un mauvais arrosage, et oui, c'est fondamental. Mais souvent, même en créant des conditions que nous jugeons idéales, nous rencontrons des difficultés. C'est parce qu'il existe des ennemis de nos semis bien plus insidieux et moins évidents. Ils agissent discrètement et leur impact n'est visible que lorsque la plante est déjà gravement affaiblie. C'est de ces tueurs silencieux dont nous allons parler aujourd'hui, afin que vous puissiez les repérer et les neutraliser à temps. Eh bien, la première cause cachée, celle à laquelle on ne pense jamais, se trouve dans notre simple arrosoir. Oui, je parle bien de l'eau. Nous savons tous qu'il ne faut ni noyer les plantules, ni les laisser se dessécher. C'est l'ABC du jardinage. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur la qualité de l'eau elle-même, celle que vous utilisez pour arroser vos jeunes et fragiles pousses? La plupart du temps, nous prenons l'eau directement au robinet et l'utilisons immédiatement. Or, cette eau contient du chlore, ajouté spécifiquement pour la désinfection. Le chlore est un poison, non seulement pour les micro-organismes pathogènes, mais aussi pour la microflore bénéfique du sol. C'est elle qui aide justement les racines à assimiler les nutriments. Pour les radicelles des jeunes semis, fines comme de la toile d'araignée, c'est un véritable choc chimique. Le système racinaire cesse de fonctionner correctement et la croissance de la plante stagne. Extérieurement, on dirait qu'il manque de quelque chose et on commence à le fertiliser, ce qui ne fait qu'aggraver la situation en créant une concentration toxique de sel dans le substrat. Et voilà le premier cercle vicieux. Mauvaise eau, racines affaiblies, apports inutiles et racines encore plus faibles. Le chlore n'est d'ailleurs que la pointe de l'iceberg. La deuxième caractéristique importante de l'eau, que nous ignorons souvent, est sa température. Un arrosage à l'eau glacée directement sorti du robinet est un choc thermique violent pour le système racinaire qui est, lui, bien au chaud dans le terreau. Imaginez-vous, après un sauna, être subitement aspergé d'un seau d'eau gelée. Vos jeunes plants vivent exactement le même traumatisme. Ce changement brutal de température provoque un spasme au niveau des radicelles qui perdent temporairement leur capacité à absorber l'eau et les nutriments. Si cela se produit régulièrement, la plante subit un stress permanent et consacre toute son énergie à la survie plutôt qu'à la croissance. Le troisième point, et c'est souvent le plus subtil concernant l'eau, c'est son acidité ou son niveau de pH. Dans la majorité des régions, l'eau courante est naturellement calcaire et basique. À terme, cela rend le terreau de vos pots trop alcalin. Or, la plupart des cultures polypotagères, comme les tomates ou les poivrons, préfèrent un sol légèrement acide ou neutre. En milieu alcalin, des éléments cruciaux comme le fer, le manganèse et le phosphore deviennent inassimilables par la plante, même s'ils sont bien présents dans le substrat. Le plant souffre alors de carences, et nous nous retrouvons à forcer sur les engrais sans réaliser la véritable source du problème. Alors, que faire concernant l'eau? La solution est en réalité très simple, et, en plus, elle ne coûte absolument rien. Premièrement, laissez toujours reposer l'eau du robinet dans un récipient ouvert pendant au moins 24 heures. Pendant ce temps, la majeure partie du chlore va s'évaporer. Deuxièmement, assurez-vous que l'eau d'arrosage soit à température ambiante. Elle ne doit être ni froide ni chaude, mais à peu près à la même température que la terre dans vos pots. Laissez simplement votre arrosoir ou bouteille, remplie de l'eau décantée, dans la même pièce que vos semis. Troisièmement, si vous en avez la possibilité, utilisez de l'eau de pluie ou de l'eau de fonte pour l'arrosage. Ce sont les plus douces et les plus bénéfiques pour les plantes. Si ce n'est pas possible, vous pouvez légèrement acidifier l'eau du robinet en y ajoutant quelques cristaux d'acide citrique ou une goutte de vinaigre blanc par litre d'eau.
Attention, il faut le faire avec beaucoup de précaution pour ne pas exagérer. Un simple test à l'aide d'un papier pH vous aidera à déterminer le niveau d'acidité de votre eau et à savoir s'il est nécessaire de le corriger. Ces actions simples vont radicalement améliorer l'état de santé de vos jeunes médium plants. Passons maintenant à la deuxième raison, souvent négligée. Le volume des contenants n'est pas adapté. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que les jardiniers tombent souvent dans deux pièges extrêmes. Le premier, c'est de semer dans des contenants beaucoup trop petits, comme les plaques de semis aux alvéoles minuscules. Certes, au début, c'est pratique et ça permet de gagner de la place sur le rebord de la fenêtre. Mais les racines y se développent très rapidement. Littéralement, en quelques semaines, elles se retrouvent à l'étroit. Elles commencent alors à s'enchevêtrer en une motte très compacte, butant contre les parois et le fond. La plante comprend que son espace vital est limité. Elle ralentit alors instinctivement le développement non seulement de son système racinaire, mais aussi de sa partie aérienne. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais un temps précieux a déjà été perdu. Un jeune plant qui a passé trop de temps dans un contenant exigu, même après avoir été rempoté dans un pot plus grand, mettra plus de temps à s'adapter et aura un retard de croissance par rapport à ses frères qui ont eu, dès le départ, suffisamment d'espace pour se développer. La deuxième erreur, tout aussi dommageable, consiste à placer une jeune plantule dans un pot beaucoup trop grand en pensant qu'elle a de la place pour grandir. L'idée de départ est louable. Éviter le repiquage et ne pas perturber inutilement la plante, mais dans la pratique, les conséquences sont malheureusement très fâcheuses. Le petit système racinaire est incapable d'exploiter la totalité du volume de terreau. Résultat, le substrat non colonisé par les racines met énormément de temps à sécher après l'arrosage. Cela crée un environnement idéal pour le développement de la microflore pathogène, champignons, moisissures et agents responsables de la pourriture racinaire, notamment la fameuse fonte des semis. Vous arrosez et le terreau reste détrempé pendant plusieurs jours. L'apport d'oxygène aux racines est coupé. Elles étouffent et se mettent à pourrir. La plante jaunit, se flétrit et il devient extrêmement difficile de la sauver. Retenez donc cette règle d'or. Le volume du pot doit impérativement correspondre à la taille du système racinaire actuel de la plante. Mieux vaut prévoir 1 ou 2 rempotages intermédiaires et opportuns que de la mettre directement dans un pot de 5 litres. Alors, comment trouver le parfait équilibre? Tout commence par le type de plante que vous cultivez. Pour la majorité des légumes, comme les tomates, les poivrons ou les aubergines, le mieux c'est de démarrer dans des godets individuels allant de 200 à 500 ml. Cet espace est généralement suffisant pour les 3 ou 4 premières semaines de leur croissance. Dès que vous constatez que les racines ont entièrement colonisé la motte, ce qui est facile à vérifier en sortant délicatement la plante du godet, il est temps de procéder au rempotage dans un pot plus grand, d'environ 1 litre, voire 1,5 litre. L'essentiel, ce n'est surtout pas le repiquage brutal qui casserait les racines, mais bien un rempotage soigné en veillant à préserver l'intégrité de cette motte. Concernant les fleurs, comme les pétunias ou les lobélies, vous pouvez tout à fait utiliser des plaques de semis. Mais dans ce cas, ne tardez pas à les repiquer dans des pots séparés. Et surtout, pensez toujours aux trous de drainage. Sans une bonne évacuation, le pot le plus parfait deviendra vite un marécage, fatal pour vos jeunes plants. Le troisième danger insidieux, ce sont les chocs thermiques, notamment ceux provoqués par un rebord de fenêtre froid. Nous plaçons nos semis à l'endroit le plus lumineux de la maison, souvent près d'une fenêtre exposée au sud. Nous allumons les lampes horticoles et nous sommes persuadés de leur avoir créé un véritable paradis. Or, nous oublions un principe simple de la physique scolaire. L'air froid descend, tandis que l'air chaud monte. Même si la pièce affiche une température ambiante confortable, entre 23 et 25 degrés, à la surface du rebord de fenêtre, surtout pendant les nuits froides, la température peut chuter brusquement à 10 ou 12 degrés, voire moins. La partie aérienne du plan, restant au chaud sous la lumière, continue activement d'évaporer l'humidité. Mais le système racinaire, plongé dans ce substrat glacial, entre en quelque sorte en état d'hibernation. À cette basse température, les racines cessent pratiquement de fonctionner et d'absorber l'eau. C'est ce qu'on appelle la sécheresse physiologique. Les feuilles transpirent et évaporent l'eau, mais les racines ne peuvent pas en fournir de nouvelles. Le résultat est que nos jeunes plants commencent à flétrir, même si le terreau dans le godet est parfaitement humide. Les feuilles peuvent également prendre une teinte violacée, signalant une carence en phosphore, car cet élément n'est pas assimilable par la plante lorsque le sol était froid. Au-delà du simple problème de l'appui de fenêtres froids, les écarts prononcés entre les températures diurnes et nocturnes représentent un danger tout aussi sérieux. En journée, la chaleur de la lampe et du soleil fait monter la température des contenants. Mais la nuit,
Lorsque le chauffage ralentit et que le gel sévit dehors, ces mêmes contenants se refroidissent brutalement. Ces véritables montagnes russes, thermiques, sont une source de stress considérable pour tout jeune plant. Le plant épuise toute son énergie non pas à former de nouvelles feuilles ou racines, mais à s'adapter à ces conditions fluctuantes. Conséquence directe, la croissance ralentit, l'immunité chute, et les jeunes pousses deviennent une proie facile pour diverses maladies. On s'étonne alors de voir nos semis si chétifs et pâles, et l'on cherche la cause dans les engrais ou les parasites, sans réaliser que le principal ennemi est le froid ressenti au niveau des racines. Ce facteur est particulièrement critique pour les cultures qui aiment la chaleur, comme les poivrons, les aubergines et les concombres. Pour ces espèces, une température du substrat inférieure à 18 degrés est déjà considérée comme critique et entrave l'ensemble des processus vitaux. S'occuper du problème du rebord de fenêtre froid, c'est un jeu d'enfant. La méthode la plus efficace est de glisser un matériau isolant sous vos caissettes de semis. Cela peut être une feuille de polystyrène, plusieurs couches de carton, un tapis de camping, une sous-couche de parquet, ou même simplement une pile de vieux journaux. N'importe quelle couche intermédiaire créera une barrière d'air entre le rebord de fenêtre glaciale et le fond des godets, gardant ainsi la zone racinaire bien au chaud. Vérifiez absolument qu'il n'y ait pas de courant d'air qui passe par les interstices des fenêtres. Si vous sentez un courant d'air, il faut l'éliminer immédiatement. Vous pouvez même appliquer un film isolant thermique sur la vitre, ce qui renverra la chaleur directement dans la pièce. Un test simple, touchez le pot de vos semis à main nue tôt le matin. S'il est froid comme de la glace au toucher, c'est le moment d'agir sans tarder. En assurant à vos plantes des pieds au chaud, vous les verrez se transformer littéralement en quelques jours. La croissance reprendra et les feuilles retrouveront une couleur verte saine et vigoureuse. La quatrième raison, celle qu'on ne trouve jamais mentionnée sur les sacs de terreau, c'est tout simplement sa stérilité. On va au magasin, on achète le sac le plus cher et le plus attrayant, estampillé, terreau pour semis, persuadé d'offrir le meilleur à nos plantes. Il est vrai que ce terreau est généralement exempt de graines de mauvaises herbes, de larves de nuisibles ou d'agents pathogènes. Mais il est aussi, par la même occasion, débarrassé de toute la microflore utile. Il est mort. Or, dans un sol naturel, la vie grouille. Des milliards de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes vivent en symbiose avec les racines des plantes. Ils participent à la décomposition des matières organiques, rendant les nutriments accessibles aux plantes, protègent les racines des agents pathogènes et produisent des stimulateurs de croissance. Dans le terreau stérile sorti du sac, rien de tout cela n'existe. La plante se retrouve seule face aux sels inorganiques que nous apportons via les engrais. C'est exactement comme si l'on nourrissait un être humain uniquement de vitamines en gélules, en le privant complètement d'une nourriture normale et vivante. Les champignons symbiotiques, ceux qui forment la mycorhize, sont d'une importance capitale pour les plantes. Ces champignons s'associent aux racines, multipliant ainsi leur surface d'absorption. Tel un immense réseau, le mycélium pénètre les pores les plus fins du sol. Il y extrait l'eau et les nutriments essentiels, notamment le phosphore, qu'il achemine ensuite à la plante. En échange, le champignon reçoit de la plante les glucides qu'elle synthétise par la photosynthèse. C'est une coopération mutuellement bénéfique. Les plantes mycorhizées grandissent beaucoup plus vite, développent un système racinaire plus robuste, tolèrent mieux la sécheresse et sont moins sensibles aux maladies. Or, dans le terreau du commerce qui a subi un traitement thermique, il n'y a évidemment aucune trace de spore de ces champignons bénéfiques. Par conséquent, nos jeunes plants doivent se débrouiller uniquement avec leurs propres petites racines encore très fragiles, ce qui limite fortement leur potentiel de croissance. Ils peuvent sembler corrects en apparence, mais il leur manque cette force intrinsèque, cette vitalité naturelle qu'apporte l'alliance avec les micro-organismes du sol. Heureusement, il est assez simple de revitaliser un terreau du commerce. Pour cela, on utilise des biopréparations spéciales contenant des spores de champignons bénéfiques et des colonies de bactéries. Il s'agit par exemple de produits à base de trichoderma ou de Bacillus subtilis, souvent appelés bactéries du foin. On peut les ajouter directement au substrat lors de la préparation du mélange ou bien arroser les semis avec cette solution après le semis. Le trichoderma en particulier aide non seulement les plantes à mieux assimiler les nutriments, mais il est aussi un puissant combattant contre les champignons pathogènes responsables des pourritures racinaires. Vous pouvez également enrichir votre terreau du commerce avec un peu de terre vivante de votre jardin, si vous êtes certain de sa qualité sanitaire ou avec du lombricompost de qualité. Cela enrichira immédiatement le mélange en microflore utile. Utiliser ces additifs vivants, ce n'est pas qu'un simple amendement, c'est un véritable investissement dans la santé et l'immunité de vos jeunes plants pour toute la saison.
Vous créez ainsi un environnement vivant et équilibré, aussi proche que possible des conditions naturelles. Votre semis vous en remerciera par une croissance robuste et une future récolte abondante. La cinquième cause, ce sont les ennemis invisibles. Parfois, on remarque que nos jeunes pousses dépérissent sans raison apparente. Les feuilles jaunissent, la croissance s'arrête, la plante a l'air vraiment mal en point. On cherche des pucerons ou des araignées rouges sur les feuilles, mais on ne trouve absolument rien. Et c'est tout simplement parce que l'ennemi ne se cache pas à la vue, mais sous la terre. Je parle ici des larves de ravageurs du sol, comme les mouches de terreau, qu'on appelle aussi cyarides. Les adultes sont de petits moucherons noirs qui papillonnent innocemment autour des peaux, et la plupart des gens n'y prêtent aucune attention. Mais la vraie menace ne vient pas des adultes, mais de leurs larves, de minuscules vers blancs à tête noire, qui adorent se développer dans le terreau humide. Elles se nourrissent initialement de matières organiques en décomposition, mais dès que cette source se raréfie, elles se rabattent avec joie sur les jeunes et tendres racines de nos plants. Ces larves rongent les poils racinaires, laissant des blessures microscopiques par lesquelles les agents responsables de diverses pourritures pénètrent facilement dans la plante. Résultat, le système racinaire cesse de fonctionner correctement et la plante meurt lentement, affaiblie par la faim et les maladies. Comment s'attaquer à cette menace insidieuse? La réponse est d'abord dans la prévention. Les cyarides raffolent du terreau détrempé. C'est pourquoi la règle d'or, c'est de ne surtout pas noyer vos jeunes plants. Laissez impérativement la surface du substrat sécher complètement entre chaque arrosage. Vous pouvez également recouvrir la surface du sol dans les pots d'une fine couche de sable très sec ou de terre de diatomée. Cela crée une barrière physique qui empêche les femelles de pondre leurs œufs dans le sol humide. Pour intercepter les insectes volants adultes, les pièges jaunes englués sont très efficaces. Si les larves ont déjà colonisé le terreau, vous pouvez alors appliquer des insecticides biologiques spécifiques. Ces traitements sont souvent à base de nématodes, de champignons ou de bactéries. Ils sont sans danger pour vos cultures, mais fatals pour les nuisibles. En dernier recours seulement, on peut envisager des insecticides chimiques systémiques, mais pour les semis et les jeunes pousses, privilégiez toujours les solutions biologiques. Pensez à inspecter vos plantations régulièrement, et cela ne concerne pas uniquement les feuilles, mais aussi le substrat. Il faut parfois creuser un peu plus pour voir l'étendue du problème. La sixième raison, et peut-être la plus mystérieuse, c'est l'allélopathie. Le nom sonne très scientifique, mais en réalité, c'est un mécanisme tout à fait simple. L'allélopathie, c'est l'interaction chimique des plantes entre elles. Via leurs racines et leurs feuilles, elles libèrent dans l'environnement des substances chimiques, ou allélochimiques, qui peuvent soit stimuler, soit inhiber la croissance de leurs voisines. Dans la nature, c'est l'un des principaux mécanismes de compétition pour les ressources. Nous avons l'habitude de considérer la compatibilité des plantes directement au potager, dans le sol, mais nous oublions totalement ce facteur crucial lors de la phase de semis. Or, les jeunes plantules sont particulièrement sensibles à ces signaux chimiques. Si des cultures antagonistes poussent dans la même barquette ou dans des pots adjacents sur votre rebord de fenêtre, elles peuvent littéralement s'empoisonner mutuellement la vie. Par exemple, il est bien connu que le fenouil et l'armoise inhibent de la croissance de presque tous leurs voisins. Les tomates n'apprécient pas non plus la proximité des concombres et des pommes de terre, et ce, même au stade de la plantule. L'exemple classique d'allélopathie, un problème auquel beaucoup de jardiniers sont confrontés, est la cohabitation des poivrons et des tomates. Bien qu'ils appartiennent à la même famille des Solanacées, leurs exsudats racinaires peuvent avoir un impact négatif l'un sur l'autre s'ils sont plantés trop près. Ce sont souvent les poivrons qui souffrent de le plus. Étant par nature plus lents à se développer que les tomates, ils se retrouvent facilement dominés par ces dernières, plus fortes et plus agressives, qui freinent leur croissance. Un autre exemple très connu est celui des œillets d'Inde. Nous savons qu'ils repoussent les nuisibles, mais leurs sécrétions racinaires peuvent bien ralentir la croissance de certaines cultures légumières, comme par exemple le haricot. Même si vous cultivez des plants de la même espèce, par exemple des tomates, mais de variétés différentes, la concurrence peut s'installer. Les variétés indéterminées, plus vigoureuses, peuvent donc facilement inhiber le développement des variétés déterminées qui sont plus petites. Les plantes perçoivent la présence de leurs voisines et commencent à se battre pour la lumière et l'espace dans le sol, même si elles n'ont pas encore de contraintes physiques immédiates. Comment prévenir les problèmes liés à l'allélopathie? Le conseil principal était de cultiver dans la mesure du possible vos semis de différentes espèces dans des contenants séparés et d'éviter de les coller les uns aux autres. Si l'espace sur votre rebord de fenêtre est limité, regroupez les plantes par nos familles. Les tomates avec les tomates, les poivrons avec les poivrons et les choux avec les choux. Ne semez jamais des graines d'espèces différentes dans une même caissette.
même si cela vous semble être une solution pour gagner de la place. Souvenez-vous que la guerre chimique invisible entre elles peut commencer bien avant que leurs feuilles ne se touchent. Consultez les tableaux de compatibilité des plantes. Bien sûr, l'impact n'est pas aussi critique au stade du semis qu'une fois en pleine terre, mais pour des plantules affaiblies, cela peut être la goutte d'eau qui provoquera un arrêt de leur croissance. Respectez l'espace personnel de chacun de vos protégés verts et ils vous le rendront par un développement harmonieux et vigoureux. Passons enfin à la 7e cause, souvent auto-infligée, le stress lié à un mauvais repiquage ou à une transplantation inappropriée. Le repiquage, qui consiste à transférer un jeune plant tout en pinçant sa racine pivotante, est toujours une source de stress intense pour la plante. Nous endommageons le système racinaire et le végétal a besoin de temps et d'énergie pour récupérer. Si cette opération est réalisée au mauvais moment ou de manière négligente, les dégâts peuvent être irréparables. Un repiquage trop précoce, avant même que les vraies feuilles du semis ne soient formées, peut entraîner la mort du plant. Inversement, un repiquage trop tardif, lorsque les racines forment déjà une motte compacte et emmêlée, cause d'importants traumatismes et un arrêt prolongé de la croissance. Après le repiquage, la plante peut chômer, c'est-à-dire ralentir son activité pendant une semaine, voire 2, perdant ainsi un temps précieux. Durant cette période, elle va être particulièrement vulnérable aux maladies et aux facteurs défavorables. C'est pourquoi de nombreux agronomes modernes recommandent purement et simplement d'abandonner le repiquage au profit du transpotage ou rempotage par motte. Le rempotage en motte est une méthode plus douce. Elle consiste à transférer la plante d'un petit contenant vers un plus grand en conservant la motte de terre intacte sans perturber le système racinaire. Cependant, même avec cette technique, il y a des pièges à éviter. La principale erreur est l'endommagement de la motte de racine. Si le substrat est trop sec, la motte va s'effriter et les racines se retrouveront à l'air libre. S'il est trop mouillé, il sera trop lourd et risque de se détacher sous son propre poids. L'idéal est d'arroser les semis quelques heures avant le rempotage, de manière à ce que la terre soit modérément humide et tienne bien en place. Une autre erreur courante est de planter le jeune plant trop profondément. Certaines cultures, comme les tomates, tolèrent bien d'être enterrées un peu plus et développent même des racines supplémentaires sur la tige. En revanche, les poivrons, les aubergines ou les concombres ne doivent jamais être enterrés plus profond, c'est crucial. Leur collet risque de pourrir, entraînant la mort de la plante. Ces cultures doivent être repiquées exactement au même niveau que celui où elles poussaient auparavant. Après tout rempotage, même le plus délicat, la plante a besoin d'une période de convalescence. Il est crucial de ne pas l'exposer immédiatement au soleil direct ou sous une lampe trop puissante. Il est préférable de placer vos jeunes plants dans un endroit légèrement ombragé à température modérée pendant 1 jour ou 2, juste le temps qu'ils récupèrent. Profitez-en pour vaporiser le feuillage avec une solution anti-stress, souvent formulée à base d'acides aminés. Le premier arrosage post-rempotage ne doit pas se faire à l'eau claire, mais plutôt avec un stimulateur racinaire, ce qui encouragera le développement de nouvelles radicelles. Ne vous précipitez pas sur les apports nutritifs. Laissez à la plante au moins 7 à 10 jours pour qu'elle s'acclimate à son nouveau pot. Rappelez-vous qu'un rempotage est toujours une opération chirurgicale pour la plante. Votre rôle est donc de le réaliser avec la plus grande douceur et d'assurer des soins post-opératoires de qualité. Ainsi, le stress sera minime et vos jeunes pousses reprendront rapidement leur croissance en s'appropriant leur nouvel espace. Donc, comme vous le voyez, le monde des semis est bien plus complexe et passionnant qu'il n'y paraît au premier abord. Il ne s'agit pas uniquement des basiques, lumière, chaleur et eau. La qualité de cette eau, la taille appropriée du pot à chaque période de développement, la protection contre un rebord de fenêtre glacée, un terreau vivant, riche en microbes utiles, les nuisibles invisibles cachés dans le sol, la guerre chimique entre les plantes voisines et le stress de la transplantation, voilà les 7 facteurs cachés qui peuvent potentiellement réduire à néant tous vos efforts. La principale conclusion que nous pouvons tirer est la suivante. Soyez attentifs aux détails. Souvent, la cause d'un échec ne réside pas dans une erreur globale que vous auriez commise, mais dans des petites choses que les articles populaires et les vidéos oublient tout simplement de mentionner. Les plantes sont des organismes vivants et elles réagissent aux moindres variations de leur environnement. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Votre soutien est essentiel pour nous. Et maintenant, la question principale. Laquelle de ces 7 causes a été une véritable révélation pour vous? À quoi avez-vous déjà été confronté sans jamais comprendre l'origine du problème?
Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble.